les éléments de marché un peu immédiats, et c'est Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci d'être avec Bonjour, nous. Grégoire. Le sujet à la une, c'est l'Asie. L'Asie qui nous permet à la fois de s'interroger sur la reprise économique chinoise et la vigueur de la reprise économique chinoise à ce stade, quelques mois après la réouverture sanitaire. Et ça nous permet également de regarder un petit peu ce qui se passe du côté du Japon. Pourquoi est-ce que l'Asie vous intéresse aujourd'hui, Arnaud ? C'est sûr, c'est la zone de croissance au cours des dernières années, très clair. Ce qui se passe, effectivement, il faut bien voir que l'Asie ne se concentre pas uniquement sur la Chine. En tout cas, on peut jouer la croissance asiatique autrement que par uniquement des valeurs actions côté chinoise. Donc d'abord, en termes de macro, donc effectivement, vous avez souligné qu'il y a une reprise clair, une fois qu'on a levé les restrictions sanitaires. Donc sur un an, on bénéficie d'un effet de base évidemment très important, puisque printemps 2022, on était en confinement, d'où les chiffres qui apparaissent très forts. Hein. La vente au détail sur un an, c'est 18,4% de hausse, comme annoncé ce matin. Simplement, c'est sorti un peu en dessous des ententes. Alors, il n'y a pas de catastrophe, mais parce qu'on retrouve le niveau d'avant Covid en rythme, mais c'est pas aussi fort que certains l'escomptaient. Donc, d'autant plus que cette fois-ci, le secteur manufacturier, c'est comme dans le reste du monde. Hein, la production industrielle progresse aussi de 5,5%, c'est beaucoup. Par contre, encore une fois, c'est l'effet de base qui est à la manœuvre, ce qui fait qu'on a en tête que là aussi, la reprise est un peu moins vigoureuse. D'ailleurs, ça se traduit par le taux de chômage des jeunes qui reste très élevé. Hein, et la Chine a du mal à créer des emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi après leur formation. On est au plus haut historique de 20,4. Donc tout ça pour dire que effectivement, la croissance chinoise post-reprise après les mesures de confinement, elle est là, mais pas du tout aussi fort que prévu. Il faut avoir en tête que c'est pas c'est pas que la Chine qu'il faudra regarder. Il faudra regarder aussi le reste. Et une des manières de le jouer, il nous semble effectivement que le Japon, c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, ça a été souligné par d'autres investisseurs, hein, puisque en termes de flux d'investissement, le Japon s'en sort très bien depuis le début de l'année. En termes de volume traité sur le marché action cotée, on est aussi avec des volumes très forts. On apprécie, en fait, au sein de CPR, on apprécie que quand les marchés montent avec du volume, parce qu'on se méfie évidemment quand les indices bougent, alors qu'il n'y a pas beaucoup de volume, ça veut dire que, évidemment, c'est un peu plus fragile. Là, à la différence d'ailleurs que de la Chine, le volume d'actions cotées en Chine, c'est assez faible en ce moment, alors qu'au Japon, il y a des volumes plus forts. Et puis, vous voyez que sur les indices eux-mêmes, ça se traduit quand même, puisque le Topix, c'est les quasiment plus hauts depuis 1990. Donc, tant mieux. Il y a plutôt des bonnes nouvelles sur le Japon, en macro et en micro. D'ailleurs, en micro, la publication on a fini la publication des résultats. Ça, c'est plutôt une bonne saison. La cote est assez riche en termes de segments aussi bien value que croissance. Il n'y a pas trop il y avait des biais value, mais il y a aussi des valeurs de croissance. Et puis, on a évidemment la gouvernance des sociétés japonaises. Elle est un peu plus assurée que la gouvernance des sociétés peut-être chinoises. Auquel cas, ça rassure peut-être aussi les investisseurs. C'est une manière de jouer la croissance chinoise qui peut être pertinente. Sur le Japon, Arnaud, parce que c'est vrai qu'on en parle régulièrement pour évoquer la désillusion quand même des investisseurs historiques sur ce marché japonais. Combien de fois est-ce qu'on a parlé de faux départ pour le marché japonais ? Est-ce que là, c'est un intérêt simplement tactique de votre part, ou est-ce qu'il y a des éléments qui se mettent en place, qui plaident peut-être pour quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus solide ? Alors c'est vrai que le tactique joue, c'est évident, parce que encore une fois dans un contexte où c'est plus compliqué d'acheter les actions cotées chinoises, mais pour autant ça peut être effectivement un moment où il était plombé historiquement par beaucoup de déflation. Peut-être que dans un monde où l'inflation ressortira plus faible qu'aujourd'hui, mais malgré tout plus haut que les craintes de déflation qu'on a connues par le passé, ça peut être un catalyseur sur le Japon. Alors on verra, même s'ils normalisent même leur politique de taux, c'est pas encore le cas. On verra si, mais c'est probable dans les prochaines réunions que la politique de courbe des taux devrait être modifiée et que le 10 ans japonais s'éloigne un peu des 0,40 qui est là où il est aujourd'hui.
Bon, ce qui montre bien Mais ça serait peut-être bien vu par les investisseurs. Ouais. Ce qui montre aussi d'ailleurs le décalage qu'on peut avoir entre le cycle des différentes banques centrales, puisque le Japon n'a même pas commencé encore à agir en matière de normalisation de sa politique monétaire, que la Fed, elle, de l'autre côté, est déjà en pause. Oui, effectivement. Donc les chiffres d'inflation sont sortis un peu mieux que prévu à 0,1 près. Mais en tout cas, on a en tête que les effets des nombreuses hausses des taux connues depuis l'été dernier arrivent clairement. On voit bien ça dans les conditions de crédit qui se sont fortement tendues. On voit bien évidemment aussi sur l'effet des banques régionales US qui là aussi compliquent les conditions de crédit et le volume d'octroi de crédit en masse baisse un peu. D'ailleurs, le sentiment de confiance des PME est plutôt en forte baisse. Alors, la consommation tient des ménages, même si le sentiment de confiance des ménages rebaisse, on l'a vu la semaine dernière. Tout ça pour dire qu'effectivement, on pense qu'aux États-Unis, la Fed va arriver à une période de pause et qu'on maintient notre idée que quasiment tout est fait sur la crainte de hausse des taux longs et que le 10 ans US est attractif dans les portefeuilles aujourd'hui. Oui, c'est une pause, hein. C'est pas une tentative de pause là dont on parle aujourd'hui, Arnaud. Oui. Il va falloir simplement réconcilier les points de vue qu'ont aujourd'hui c'est différent entre les marchés et la Fed sur les baisses des taux au deuxième semestre. La Fed dit qu'il ne fera rien en 2023 et les marchés pensent qu'il y aura déjà des baisses de taux. Donc à surveiller ça, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on préfère plutôt le 10 ans que les maturités courtes. Où les maturités courtes, il y a déjà pas mal d'anticipation de baisse des taux. On verra le rythme réel. On pense qu'il y aura quand même des baisses en 2023, pas forcément autant que les anticipations que le marché a en tête aujourd'hui. D'où le fait notre référence sur la maturité longue plutôt que sur le très court américain. Comment vous regardez le marché américain, c'est là où c'est... Comment vous regardez le marché action aux États-Unis, Arnaud, avec finalement un S&P qui reste, alors qui n'est pas revenu sur ses sommets historiques, mais pas loin de 4200 points, qui est un niveau clé quand même que tout le monde regarde. C'est vrai qu'il y a une caractéristique assez spécifique en ce moment. Le marché américain, ça fait 7 semaines qu'il clôture dans un range très serré de 2%, entre 4100 et 4170. 7 semaines, c'est assez rare dans l'histoire que ça dure autant, et c'est pas une période estivale, c'est une période d'habitude où ça secoue un peu, dans un sens ou dans l'autre. Alors, et en plus dans des volumes d'activité qui sont assez faibles. Alors, on a regardé aussi, il y a peut-être des phénomènes techniques qui expliqueraient ça. C'est donc le volume traité sur les options un jour explose et représente entre 30 et 40% du volume des options aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est nouveau et une des conséquences, il nous semble, c'est effectivement ça capte des variations quotidiennes dans les deux sens, c'est-à-dire ça crée un plafond et ça crée un plancher de variations quotidiennes. Et à surveiller de près, parce que pour l'instant c'est le cas depuis un peu de temps, mais s'il y avait un événement un peu exogène, ce château de cartes entre guillemets pourrait effectivement en tout cas être remis en cause. Mais tant qu'il n'y a pas d'événement exogène, à contrario, ça peut durer encore longtemps puisqu'il y a ce phénomène technique qui se prolongerait. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme événement exogène ? Est-ce que ça peut être le plafond de la dette ? Alors, 2 secondes dessus, donc vous en avez parlé. Il faut que les démocrates et les républicains se mettent d'accord. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y a un accord très rapide qui pourrait arriver à se mettre en place. Alors, le temps compte, donc il faut se rappeler que c'est plutôt autour du 1er juin, en tout cas la première semaine de juin, qu'on aurait atteint le plafond de la dette. Le président américain Biden va aller en Asie pour le G7. Les jours quand même commencent à être comptés et c'est compliqué de transiger avec un parti républicain qui est aussi divisé. Alors, il faut juste rappeler aussi que Trump appelle à ce qu'il y ait un défaut et à provoquer un défaut de gouvernement américain. Bon, le pire n'est jamais certain, comme on dit dans ce genre de cas, et dans l'histoire, on a pu à chaque fois qu'on était au bord du précipice, mais qu'on a toujours resté en dehors. C'est à surveiller quand même, parce qu'encore une fois, le parti républicain est assez divisé. Là, mais il nous semble que, pour nous, la probabilité la plus forte, c'est quand même malgré tout qu'il y aurait une extension à court terme du plafond, au moins jusqu'à fin septembre, pour éviter de pouvoir trancher dans les jours autour du 1er juin. Mais à surveiller, parce qu'encore une fois, le parti républicain
très divisé. Et vous vous rappelez le nombre de jours de session qu'il a fallu pour que McCarthy soit à la Chambre, c'est au-delà de 12. Hein, une quinzaine de tours de vote pour élire le speaker républicain de la Chambre. Voilà. Donc, manifestement, on ne peut pas dire une unité affirmée. Donc, à surveiller. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un autre événement catalyste qui pourrait changer ce trading range, comme on dit, ce plancher plafond qui soit assez serré? Pour l'instant, c'est assez difficile à voir autre que la géopolitique. Donc, peut-être malgré tout que ça peut un peu durer pendant quelques temps. Comment on gère cette phase en termes d'allocation, Arnaud? Exactement. Donc, comme j'évoquais avec la pause de la Fed, on maintient la position qu'on avait sur les taux 10 ans US qui a été bénéfique. Donc aujourd'hui, ils sont à 3,47. C'est l'actif qu'on aime bien aujourd'hui. Et du côté action, on a évidemment des positions. Simplement, on a en tête qu'il devrait y avoir un meilleur timing pour augmenter l'exposition action. D'où le cas, donc on est assez mesuré. Donc on préfère au sein des actions les pays, donc la zone euro, qui est plutôt moins cher en termes de PE, etc. Et surtout aussi, il y a un secteur bancaire qui est attractif. Et puis, comme on a mentionné tout à l'heure, le Japon. Donc il y a aujourd'hui un poids d'ailleurs assez important chez nous, devant même quand les fonds à performance absolue, la gamme croissance, un fonds, le poids Japon est même devant le poids action américain, ce qui est assez rare quand même dans l'histoire. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour cet éclairage sur la situation immédiate des marchés et le positionnement retenu au sein des équipes de CPR Asset Management. Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPR AM, qui était avec nous par téléphone.